2 ans maintenant que vous voyez dans la ville de Cotonou et spécifiquement dans le Grand Nokoué des engins, de gros engins qui enlèvent les ordures ménagères. Vous voyez également de jeunes gens qui travaillent à la salubrité de la ville et de ses alentours. 2 ans que cette société existe, qu'a-t-elle pu faire jusqu'à présent? Quelles sont les perspectives? Nous allons donc en parler dans ce numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission qui reçoit comme invité le directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, monsieur Valéry Lawson. Monsieur Lawson, bonjour. Bonjour monsieur Abalo. Voilà, 2 ans, comme je le disais, que votre société opère dans le pays. Est-ce que après 2 ans, vous vous rendez compte qu'il était vraiment pertinent de créer une société pour gérer les déchets? Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je dirais même que aujourd'hui, nous pourrons affirmer que c'était très pertinent. Je ne sais même pas comment notre président a eu cette idée très géniale. Et je crois que quand on parcourt, on regarde l'histoire de la gestion des déchets au Bénin et dans le monde entier, on peut se rendre compte que notre Seigneur a bien inspiré le président de la République. Son Excellence, le président Patrice Talon. Oui, mais M. Lawson, je vous laisse continuer, je vais rebondir tout à l'heure. Oui, pourquoi? Parce que quand vous regardez bien, vous savez que le Bénin a connu une crise socio-économique au cours des années 80. Et c'est cette crise qui nous a amené en février 1990 à organiser la conférence des forces vives de la nation. Et l'une des conséquences de cette crise, c'est que la voirie urbaine n'était plus en mesure de gérer les questions de gestion des déchets et de la salubrité. Et c'est comme ça, les ONG se sont ruées dans le secteur. Et quand vous regardez bien, de 1990 jusqu'en 2015, le secteur était mal géré. Et que ce soit Cotonou, qui est la porte d'entrée de notre pays, et les 4 autres villes qui constituent le Grand Nokoué, c'était de l'insalubrité partout. Malgré qu'il y avait ces ONG et que la ville de Cotonou faisait appel de temps en temps à des sociétés privées, Cotonou n'était pas propre. Quand vous regardez également dans les grandes autres villes, vous allez voir que c'est toujours des sociétés privées qui opèrent. Et quand en 2016, le président Talon, en avril 2016, le président Talon a pris le pouvoir, parmi les projets phares qu'il a initié, faisait partie le projet de modernisation de la gestion des déchets. Et donc, les toutes premières options, c'était de faire venir des grosses sociétés pour venir opérer ici. Des sociétés comme Veolia, comme Suez et d'autres. Et nous avons fait plusieurs tentatives d'appel d'offres qui étaient presque abouties. Mais il a fallu le 28 novembre 2018 pour que la société de gestion de la salubrité, gestion des déchets et de la salubrité puisse voir le jour. Oui, mais monsieur Lawson, vous savez très bien que les questions d'enlèvement de déchets, les questions
d'enlèvement d'ordures relève de la compétence des mairies, normalement. Alors pourquoi avoir dessaisi les mairies de cette compétence-là et créer une société pour gérer ce type d'activité? Justement, c'est ce que je vous disais. Vous savez, malgré que c'est vrai, les tests de la décentralisation ont conféré à nos municipalités, à nos communes, la gestion des déchets et de la salubrité publique. Mais pendant plus de 20 ans, donc de 2000, je dirais, 2003, c'était la première année d'exercice des communes. Oui. Les communes faisaient toujours appel à des sociétés privées. Aux sociétés privées. Oui. Et dont notamment, c'est surtout Cotonou qui en faisait appel, puis voir également à Port-Nouveau, mais souvent les trois autres communes, c'est toujours, ils font d'à peu près. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, même dans les autres grandes villes, vous n'allez jamais voir que les municipalités elles-mêmes puissent, les agents des municipalités, s'investir directement dans l'activité. C'est toujours des sociétés privées. Alors, et quand nous on a fait cette option, je crois que la réflexion qui a certainement amené le chef de l'État à prendre cette décision, c'est que lorsque vous faites venir une société externe, d'ailleurs c'était dans toute la sous-région ici, c'est le modèle qui existe, c'est des sociétés privées. Vous signez un contrat, peut-être de 5 ans, de 7 ans, de 10 ans, mais ils finissent, ils repartent. Il ne reste plus rien du tout. Donc, or, aujourd'hui, vous avez une société qui est une société publique, créée par l'État, dont les membres du conseil d'administration sont le ministère, les représentants des ministères, de la présidence et des communes. Donc vous voulez dire que les communes continuent quand même d'avoir leur droit de regard sur les questions d'enlèvement d'ordures? Absolument, puisque c'est eux qui décident la stratégie, c'est le conseil d'administration qui la met en place. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous avez une société nationale qui s'occupe de ces questions et qui prend en compte, je dirais, 3 grands services. Un 4e service se met tout progressivement en place. Et donc, ces sociétés aujourd'hui gèrent cette question pour les communes et pour l'État. Donc en fait, on retiendra que votre société, la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Noko, est une entreprise publique. Bien sûr, c'est une entreprise publique. Voilà. Donc vous avez, comme je le disais, c'est l'État qui est l'actionnaire principal. Oui. Mais au sein du conseil d'administration, les communes, au départ, en novembre 2018, quand la société a été créée, sa compétence se limitait aux communes du Grand Nokoué. Mais depuis le 28 avril 2021, sa compétence est devenue nationale, mais elle a intégré dans son conseil d'administration la commune du Parakou. Donc nous avons pratiquement les principales ou les grandes villes du pays qui font partie du conseil d'administration. Voilà. Et les tests lui donnent cette possibilité de pouvoir intervenir dans les autres villes si les communes font la demande. On retiendra donc, monsieur le directeur général, que les communes continuent d'avoir un droit de regard sur la gestion de cette question d'enlèvement des ordures, même si entre-temps la loi sur la décentralisation n'a pas du tout changé. Alors tout à l'heure, vous parliez des segments de vos activités. On voudrait bien savoir sur quel segment vous fonctionnez réellement au niveau de la SGDSGN.
Oui, je voudrais aussi insister que les communes n'ont pas été dessaisies, mais plutôt la SGDS accompagne les communes pour mieux rendre le service, parce que après plus de 15 ans de décentralisation, force est de constater que ce service n'est pas bien rendu ou n'est pas rendu par les communes. Vous voulez dire qu'il y a une mauvaise gestion des communes sur cette question? Je ne dirais pas une mauvaise gestion. Dites les choses clairement. Si c'est une mauvaise gestion, dites que non, les communes n'ont pas bien géré cet aspect de la chose. C'est un service très complexe qui nécessite beaucoup de moyens et donc il faut aussi avoir d'expertise, des compétences pour le faire. Et vous savez, nos communes sont très jeunes. Alors, en termes de segments de services aujourd'hui, nous en avons, depuis sa création, nous avons, en 2018, nous avons 3 services que nous offrons. Et le premier, c'est ce que nous appelons le balayage, donc le détournement des rues, pavés, bitumés, les espaces publics, le désherbage et le piquetage. Le deuxième service, c'est le curage, l'entretien des ouvrages d'assainissement pluvial, notamment les collecteurs primaires et les collecteurs secondaires. Et puis, la gestion des déchets. Tout récemment, en avril 2021, un 4e service est ajouté et qui est la gestion des eaux usées et des bouts de vidange. D'accord. Donc, c'est ces 4 services que notre société essaie d'offrir ou essaie d'accompagner les communes à rendre aux citoyens, aux ménages. D'accord. Alors, sur la question des ordures, lorsque vous enlevez les ordures ménagères, vous allez les jeter où essentiellement? Oui. Je voudrais, avant de répondre à cette question, quand même, Oui. Comme je le disais tout à l'heure, la gestion des déchets, c'est un service, comme complexe, on le dit. vous l'avez dit, complexe. Ah ouais, le plus municipal des services, ce que les puristes de la décentralisation disent. Alors, c'est tout un dispositif, parce que souvent, ce que le ménage voit, c'est quand on enlève ces déchets, on vient ramasser ces déchets, on vient collecter ces déchets, et ça ne nous préoccupe plus. Alors, et vous savez comment, avant le 1er juillet 2020, comment le service était rendu. Parce que en ce qui concerne la gestion des déchets, c'est le 1er juillet 2020 que nous l'avons démarré. Tandis que quand vous prenez le service relatif au balayage, au désherbage, c'est le 20 décembre 2019 que ce service a été lancé. C'est pour cela, tout à l'heure, vous disiez 2 ans d'activité. C'est plus que 2 ans d'activité. C'est beaucoup plus les déchets, la gestion des déchets qui fait que nous avons démarré il y a 2 ans. C'est d'ailleurs pour ça que le mercredi passé, nous avons organisé une conférence de presse, faire le bilan. Une séance d'échange avec vos collègues des médias pour pouvoir faire le point. Donc, c'est tout un dispositif parce que la gestion des déchets est organisée en plusieurs segments. Vous avez ce que nous appelons la pré-collecte, ce que nous appelons la collecte-transport, ce que nous appelons le tri-valorisation et puis l'enfouissement.
Jusqu'à la veille du 1er juillet 2020, il n'y avait que le maillon pré-collecte qui existait et qui était très mal organisé. La collecte, transport, l'enfouissement ces deux maillons étaient, ainsi que le tri-valorisation étaient très marginaux. Donc en fait, tout était mauvais, simplement. Je ne dirais pas que tout était mauvais. Oui, parce que quand je vous écoute depuis, je suis certain que les téléspectateurs et auditeurs ont le même sentiment, M. Lawson. Mais partons même sur l'hypothèse que tout était mauvais. D'accord. Prenons l'hypothèse, si vous permettez, que tout était mauvais. Et que désormais, vous offrez de meilleurs services, que vous allez enlever les ordures. Ce que nous voulons savoir, vous avez parlé tout à l'heure d'enfouissement. Est-ce que les ordures sont enterrées ou bien il y a un site sur lequel vous allez les déverser? D'accord. Oui, maintenant j'insiste. Vous l'insistez. Que tout n'était pas mauvais. Parce que les ménages ne vivaient pas avec les ordures quand même. Oui. Mais ce que nous remarquons, ce qui est visible aux yeux de tout le monde, c'est que les déchets étaient déplacés. Donc on prend les déchets et on les met quelque part dans les quartiers, dans la plupart de nos villes. On prend les déchets des ménages, on va les mettre sur les berges, dans le lac, dans la lagune. On prend les déchets, on va l'utiliser pour fermer les bas-fonds. Vous avez vu comment le quartier Vossa se retrouve. Et c'est ça qui a été qui était la principale cause des inondations que nous avons tous connues à Cotonou en 2010. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc nous avons réorganisé et nous sommes en train de réorganiser tous les maillons qui constituent la gestion des déchets. Donc, notamment, nous avons commencé par le problème, parce que tout est lié. Au niveau du ramassage dans les maisons, nous avons réorganisé et nous avons aujourd'hui des PME qui s'occupent de la question. Nous en avons 67. Surtout dans les quartiers qui sont les plus nombreux où l'accessibilité est difficile. Et dans les quartiers où vous avez la voirie tertiaire, secondaire, qui sont bitumés, pavés, nous utilisons des camions bennes à ordures pour aller chercher, pour aller collecter ces déchets. Une fois ces déchets sont collectés, ils ne sont plus envoyés sur aller alimenter les dépotoirs sauvages. Vous savez, avant de démarrer, ou quand on a démarré l'activité de gestion des déchets, nous avons recensé plus de 1000 dépotoirs. Et aujourd'hui, la majorité de ces dépotoirs, tous ces dépotoirs ont été détruits et les sites maintenus propres. Ça, les gens ne se rappellent plus de ça. Et aujourd'hui, nous avons hérité des infrastructures, ce que nous appelons des points de regroupement, qui ont été construits par plusieurs projets. Malgré que ces infrastructures étaient là, ils n'étaient pas gérés, ces infrastructures. Donc aujourd'hui, nous avons réhabilité tous ces points de regroupement et nous en avons construit d'autres. Nous sommes passés d'une trentaine de points de regroupement aujourd'hui à 63. Et donc tout ce qui est ramassé aujourd'hui comme déchets arrive sur ces infrastructures qui sont gérées par des agents que nous avons recrutés. Et une fois que les déchets quittent les maisons et arrivent sur ces points de regroupement, nos camions, que nous appelons les emprioles, il y en a une soixantaine, ramassent régulièrement ces déchets avec aussi bien les bennes à ordures ménagères pour aller sur les 2 centres d'enfouissement technique. D'accord. Il y a un qui se trouve à 35 km d'ici, c'est le centre d'enfouissement de Wessé, et le second à 65 km,
qui est à Tacon, dans la commune de Sakété, qui a été construit par la ville, la commune de Porte-Nouveau. Et c'est sur ces deux sites que des opérations d'enfouissement se font. C'est des opérations assez minutieuses qui sont faites pour que ces déchets puissent être mieux confinés, puissent être bien confinés, que ces déchets ne créent plus d'autres nuisances aux populations et puis également à l'environnement. D'accord. Mais pourquoi on ne pas penser, par exemple, à la transformation de ces déchets? Vous savez que de plus en plus, les gens parlent de la transformation des déchets solides. On peut y extraire beaucoup d'autres richesses. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cette possibilité? Très bien. Merci. Je vous ai dit tout à l'heure que la gestion des déchets, ce n'est pas seulement d'aller ramasser, c'est toute une ingénierie aujourd'hui, et vous ne pouvez plus faire de la gestion des déchets sans penser à sa transformation, au recyclage, à la valorisation. Nous en avons pensé, et je ne peux pas vous dire le nombre de projets, le nombre d'initiatives de valorisation, de transformation que nous avons reçus. Mais dès le départ, le projet originel que nous avons fait, nous avons prévu faire cette transformation et nous avons prévu 2 grandes unités de tri-valorisation parce que pour valoriser, il faut trier, etc. Nous en avons prévu, mais nous avons fait des études économiques qui ont montré que ces unités n'étaient pas rentables et qu'il fallait encore approfondir les études. Mais nous avons intégré d'autres aspects et aujourd'hui nous sommes en train de faire du chemin. Alors, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en matière parce que nous avons des objectifs à court et à moyen terme. Nous avons dit que, et d'ailleurs nous avons commencé par faire des tris au niveau de nos points de regroupement. Parce que si vous entendez, certains disent, mais pourquoi on ne fait pas le tri à la source, c'est-à-dire au niveau des ménages? Oui. C'est le principal reproche qu'on fait. Et ceux qui le disent, ils ont tort, parce que, vous savez, nous nous sommes fixés des objectifs, c'est ça? À court terme. Oui. C'est d'assainir d'abord. C'est de pouvoir amener nos compatriotes à prendre l'habitude de ne plus aller jeter les ordures partout, enterrer, etc. Dans les caniveaux, tout ça. Voilà. Et le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que, parce que pour faire le tri au niveau des ménages, il faut avoir au moins 2 poubelles. Et vous remarquez combien de ménages, quand vous prenez 10 ménages, combien ont au moins une poubelle? Très peu. À peine 4 ménages sur 10. À peine. Troisième chose, pour valoriser, il faut avoir des unités. Parce que si vous triez et que vous ne savez pas là où, vous risquez encore d'aller mélanger. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut déjà assainir, mais en même temps commencer par donner l'envie à nos ménages de récupérer ce qu'on peut récupérer. C'est pour cela, dans toutes nos actions de sensibilisation, nous insistons sur la récupération, la réutilisation. Parce que si vous avez des bouteilles plastiques, etc., que vous pouvez, au lieu de les jeter, on peut les nettoyer proprement et les utiliser. Et nous sommes dit, nous allons déjà commencer par faire le tri au niveau des points de regroupement. C'est pour cela, depuis l'année passée, nous avons aménagé
16 unités de tri. Et c'est pour la première fois. Parce que depuis qu'on gère les déchets au Bénin, on n'est pas vraiment... cette expérience n'a jamais été faite. Et nous avons démarré une phase pilote avec une seule unité. Nous avons commencé par faire le tri. Et cette année, le 2 juillet passé, nous avons lancé les 15 autres unités. Et nous travaillons avec d'autres sociétés avec qui nous sommes en partenariat, avec d'autres ONG qui valorisent, qui recyclent ces déchets. De manière à ce que, progressivement, nous puissions créer le cadre pour que que des initiatives de valorisation deviennent fréquentes et nous permettent. Nous avons intérêt à valoriser parce que rien que pour réduire, pour optimiser la collecte et le transport, parce que le coût ou les dépenses liées au transport, à la collecte et le transport, à l'enfouissement, c'est des dépenses énormes. Je peux vous dire, par exemple, sur 2 ans, nous avons dépensé près de 3 milliards d'euros. Nous allons revenir tout à l'heure sur vos sources de financement, là où vous trouvez les moyens. Voilà, donc notre priorité dans les 5 prochaines années, c'est de réduire, de valoriser au moins 50% des déchets qui sont collectés dans les maisons. Donc la transformation des déchets, vous n'avez pas oublié ça, ça fait partie de vos perspectives. Bien sûr, c'est une priorité. D'accord. Monsieur Lawson, lorsqu'on regarde dans la ville de Cotonou et un peu partout, là où vous opérez, on voit que vous déployez beaucoup de gros moyens, donc notamment des moyens roulants et puis d'autres moyens, des moyens humains. Dites-nous concrètement là où vous trouvez les moyens de votre politique. Oui, justement, je vous ai dit tout à l'heure que la gestion des déchets, c'est beaucoup de moyens. Oui, absolument. Et vous avez fait une très bonne remarque. Et c'est ça qui manquait justement. Ce maillon de collecte et de transport manquait. Parce que quand les ONG ramassaient avant, en dehors de Cotonou, qui faisait appel à des sociétés privées pour ramasser à peine le tiers. Cotonou produit aujourd'hui 128 000 tonnes. Mais à peine vous avez 30 000 tonnes qui sont collectées et envoyées sur le CET2S. Les 128 000 tonnes, c'est en combien de temps 24 heures? Non, c'est en une année. En une année, voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça que, pour la première fois, avec le gouvernement du président Talon, la société a pu acquérir 80 camions, dont une trentaine de bennes à ordures ménagères et une 50aine de camions en plurol, donc des camions en plurol équipés de bennes de 15 mètres cubes et de 30 mètres cubes. Nous en avons acheté 212. 212. Oui, et d'autres. Donc à cela, il y avait une vingtaine de camions de bons avec lesquels on a démarré l'activité. Donc, pour justement acquérir ces équipements importants, l'État a mobilisé des ressources auprès de ses partenaires qui ont permis d'acquérir ces nouveaux équipements. Voilà. Donc le principal financier, c'est l'État béninois. Voilà. Les communes ne contribuent-elles pas au financement de votre société? Oui, les communes participent, mais l'État est l'État et qui va chercher aussi
des ressources auprès de ses partenaires. Donc l'État est le principal contributeur. D'accord. Nous avons parlé des moyens roulants, mais également des moyens humains. Monsieur le directeur général, nous parlerons maintenant de votre stratégie de recrutement. Comment avez-vous recruté votre personnel? Combien d'emplois avez-vous déjà créés en si peu d'années d'existence au niveau de la société? Oui. Bon, vous connaissez bien, une société a des règles de gestion qui doivent respecter les normes en la matière. Donc, pour recruter des agents, c'est un appel à candidature avec toutes les étapes de la procédure. En 2 ans, la société a aujourd'hui un effectif qui est de 427 agents, dont 275 qui sont des conducteurs et des opérateurs, surtout ceux qui font la collecte. Ils sont les plus nombreux. Le plus important. Mais en dehors de ce personnel de la société, vous savez que nous travaillons avec des petites et moyennes entreprises qui sont créées et gérées par nos compatriotes. Nous avons rien que pour la gestion des déchets, nous en avons 67 et qui emploient près de 1200 agents. Vous voulez parler de ceux qui balayent les rues? Non, ça c'est ceux qui utilisent les tricycles pour aller collecter les déchets. Et pour ceux qui balayent les rues, nous en avons 25, mais qui emploient 2100 agents. Et pour ceux qui font l'entretien des ouvrages d'assainissement pluvial, nous en avons 16, et ceux-là emploient près de 2000 agents. Donc en fait, il y a des milliers d'emplois qui ont été créés dans le secteur. Nous sommes autour aujourd'hui de plus de 6000 emplois que nous avons créés après presque 3 ans d'existence d'activité, enfin de réalisation de nos activités. Et il y a encore des emplois disponibles? Est-ce que les jeunes peuvent encore espérer travailler au niveau de votre société, trouver un emploi quelconque? Ah, bien sûr, parce que en avril passé, en partenariat avec le projet PSE, nous avons recruté, nous sommes en train de finaliser la 2e phase du recrutement, nous avons recruté 80 animateurs territoriaux, plus 5 coachs. Les 5 coachs vont accompagner les coopératives qui opèrent sur les unités de tri. Et donc, nous avons 80 animateurs aujourd'hui que nous déployons pour appuyer le suivi et la supervision des activités de ramassage des déchets dans les ménages. Et avec les unités de tri qui vont se mettre en place également, d'autres recrutements vont se faire. Et donc, il y a encore d'emplois créés. Vous êtes sûr que les agents enlèvent vraiment les ordures? Parce qu'avant d'arriver sur ce plateau, on a eu dire que certaines ordures ne sont pas enlevées actuellement devant certains ménages, exactement comme il y a 1 an, dans la même période, monsieur le directeur général. Comment vous expliquez qu'il y ait des ordures qui ne soient pas enlevées, alors que vous nous avez donné la garantie que ça se fait à chaque fois? Oui. Vous savez, il y a toujours quelques difficultés par ici, par là. Parfois, cela dépend des ménages. Je vous donne juste un exemple. Hier, j'ai reçu un appel et le chef de ménage était en ville. Il appelle pour dire ça fait des semaines que les agents ne sont pas passés. J'ai dit ok. J'ai instruit les collaborateurs qui sont allés aussitôt. Ils trouvent le responsable, va dans la maison, mais heureusement, ils constatent que les déchets ont été enlevés. Parce que lui, il a quitté très tôt,
ne savaient pas que déjà on est passé. Parfois, les ménages, surtout ceux qui ne sont pas souvent, viennent travailler, quittent, font font de longue distance avant pour venir travailler alors que les opérateurs passent, ils ne savent pas, ou bien ils ferment leur portail, et quand les opérateurs viennent, ils ne trouvent personne dans la maison. Mais aussi, il y a une faible capacité aussi des PME qui ont été responsabilisés pour assurer le service, qui font que parfois il y a des dysfonctionnements, et nous travaillons à ce que ce dysfonctionnement soit corrigé et que le service soit impeccable. Donc c'est pas de votre fait si ce genre de situation arrive, vous voulez dégager votre responsabilité, monsieur le directeur? Non, je ne suis pas de nature à le faire. Tout ne sera jamais parfait. Notre souci, c'est d'arriver vraiment à ce qu'on soit irréprochable. Mais malheureusement, on constate. Vous savez, par exemple, les PME, pour aller desservir les ménages, ce n'est pas aussi facile. Parce que, surtout en saison pluvieuse, aujourd'hui, vous avez les voies qui sont dégradées, ils parcourent des distances, les tricycles tombent en panne, ils ne prennent pas les dispositions à temps. Mais ce n'est pas pour les excuser, non. Mais parfois c'est indépendant de leur volonté. Donc, et c'est pour cela, à chaque jour, nous menons la réflexion, nous travaillons pour que là où il y a des problèmes, nous essayons de corriger très rapidement. Mais pourquoi vous ne pensez par exemple pas à une centrale d'appel, un centre d'appel, par exemple, pour que les gens puissent appeler lorsqu'il y a des difficultés pour vous poser le problème? Nous avons bien sûr un numéro entre guillemets, je peux vous le donner, c'est le 99 70 09, et nous sommes en train de mettre en place aussi une application que nous avons dénommée City Usager, qui est une application mobile, une plateforme qui va bientôt démarrer, où vous pouvez, quand vous avez une difficulté, vous l'exprimez, on peut vous géoréférencer et venir vers vous. Donc c'est une plateforme qui permet de mieux communiquer avec nos ménages pour davantage améliorer notre prestation. Votre prestation, d'accord. Revenons rapidement, si vous le permettez, monsieur le directeur général, sur les conditions des employés, ceux que vous utilisez à balayer les rues, à enlever les ordures et tout ça. Quel type de sécurité vous leur accordez au travail? C'est quand même important qu'on puisse savoir si ces gens-là sont dans de très bonnes conditions, si ces gens-là sont bien rémunérés, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des plaintes ça et là. Oui, c'est un sujet très important, et je peux vous dire, je peux vous faire cette confidence que même la première autorité est très préoccupée. Et pas plus tard, l'année passée, nous avons fait un audit là-dessus, et nous continuons de faire le suivi, de faire en sorte que les PME qui ont signé des contrats puissent respecter ces aspects du contrat, qui est de payer le SMIC au moins à leurs agents, donc de les déclarer à la Caisse nationale de solidarité sociale, et de prendre une assurance risque individuelle à chacun de ces agents. Donc nous y veillons, et les PME qui ne respectent pas, nous essayons de prendre les dispositions pour soit les pénaliser, ou parce que c'est chaque 3 ans que les contrats vont être renouvelés. Les PME qui n'auraient pas rempli, qui n'auraient pas bien rempli
ces aspects du contrat ne seront plus pris en compte prochainement dans le renouvellement qui va être fait. Donc, nous y veillons. Et je pense qu'elles aussi, elles font des efforts. Je peux vous donner un indicateur très important. Allez-y. En 2020, nous avons enregistré, par exemple, 43 cas d'accidents au sein des entreprises qui font le balayage sur 100 fréquences qu'elles ont balayées. 43 d'accidents. Mais en 2021, nous n'avons eu que 3 cas d'accidents sur 100 fréquences. Vous voyez que... Comment vous expliquez ça? Oui, parce que simplement, ils prennent conscience qu'il faut sécuriser déjà les chantiers et sécuriser également, former, sensibiliser les agents qui font ces activités. D'accord. Donc vous voulez dire que tous ces agents-là... Oui, pour moi, c'est un indicateur d'amélioration du professionnalisme de ces PME. De ces agents. Voilà. D'accord. Sur cette émission, les téléspectateurs le savent très bien, les auditeurs également. Sur cette émission, Monsieur le Directeur Général, nous avons l'habitude de prendre une question que nous appelons question du public. Sur le bocal juste à côté de vous, vous avez quelques petits bouts de papier, Monsieur le Directeur Général, que vous pouvez choisir là. Les téléspectateurs de EDN Télévision et auditeurs de Diaspora FM sont habitués à un petit exercice que nous faisons sur l'émission. La question du public, vous avez tiré au sort donc le chiffre 4 tout à l'heure. Cette question a rapport, Monsieur le Directeur Général, au paiement des prestations de votre société. À un moment donné, nous avons appris que vous nous faites payer les prestations sur les factures d'eau et d'électricité. Qu'en est-il exactement? Est-ce que nous payons réellement ou bien vous enlevez gratuitement les ordures? D'accord, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je suis très content que ce soit cette question que je tire parce que, vous savez, d'abord, dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, depuis que la société a démarré ses activités jusqu'à ce jour, aucun ménage ne paye le service. Donc le service est gratuit. J'insiste, gratuit. Il n'y a aucun paiement qui soit fait sur la facture d'électricité ou d'eau. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Pourquoi vous avez choisi de faire la gratuité? C'est quelle option? C'est pédagogique aussi. Vous savez, c'est pédagogique. Tout simplement parce que, vous imaginez que vous, on vient ramasser vos déchets parce que lui n'a pas les moyens. On ne ramasse pas ses déchets. Et il se permet, lui, d'aller enterrer ses déchets ou bien de jeter ça dans les caniveaux ou bien dans la nature ou dans les plans d'eau. Vous voyez? Oui, mais si on reste dans votre logique, Monsieur le Directeur Général, c'est que vous n'allez jamais facturer, alors que vous êtes en train d'annoncer pour bientôt le paiement de... oui, mais justement, je vais en arriver... Continuer à faire de la gratuité, mais est-ce que c'est normal? Oui, mais restons dans votre logique. Pour dire qu'à partir de là, vous n'avez même plus le droit de fixer un montant. Donc, nous estimons que, il faut que tout le monde puisse accéder à ce service. Qui est un service, vous voyez, c'est déjà le début de la prise en charge socio-sanitaire des populations. Parce que si vous voulez réduire les maladies liées à l'environnement, il faut déjà atteindre le cadre. Ça, c'est un. Vous savez, le service que nous rendons, c'est un service qui nécessite assez de ressources en termes d'investissement, en termes de fonctionnement.
aujourd'hui, tout le monde est content de voir que nos plans d'eau, la ville est propre, les gens viennent pour venir investir, pour venir créer des emplois, etc., etc. Mais pour que tout ça là puisse continuer, durer, résister au temps, il nous faut des ressources. Est-ce que nous demandons aux ménages, c'est juste une contribution? De combien à peu près? Parce que, vous savez, gérer les déchets, assurer le cadre de vie, c'est de gros sous. Et même dans les pays développés, même si les ménages apportent, l'État met toujours la main à la poche. Donc, nous avons, l'année passée, en 2021, fait des études. Et donc, mais ces études, suivant les orientations des autorités, il a été décidé de compléter ces études pour pouvoir avoir un modèle très efficace, accessible aux ménages. Donc c'est pour cela que, vous savez, au départ on avait dit qu'il fallait mettre cette redevance-là sur les factures d'eau et d'électricité. Mais donc après, il y avait eu une éventualité pareille alors. Oui. En fait, la réflexion était la menée. oui, la réflexion. Donc ceux qui en parlaient n'ont pas parlé ex nihilo. Ils ont certainement eu vent de quelque chose. Non, c'est pas qu'ils ont eu vent. C'est pas une réflexion. Ce n'est pas une décision. C'est pas une décision. Voilà. Donc il y avait cette réflexion. Donc normalement, on devrait démarrer le 1er avril. On l'avait même annoncé. Et donc, après quand les orientations ont été changées, on a également informé les ménages. Donc, il y a une redevance qui va être payée, nous travaillons pour pouvoir avoir le coût. À partir de quand? Au moment opportun, le gouvernement, quand le gouvernement va prendre la décision, les populations seront informées. Mais pendant plus de 2 ans, vous avez habitué les gens à ne pas payer pour l'enlèvement de leurs ordures et subitement vous décidez de fixer un montant. Mais même par rapport au montant que vous allez fixer, il y aura toujours des ménages qui ne pourront pas payer. Alors qu'est-ce que vous faites de ces ménages qui ne pourront pas payer compte tenu de la cherté de la vie et de la situation délétère dans laquelle les uns et les autres vivent, monsieur le directeur général? C'est d'ailleurs pour ça que on informe, on dit mais c'est vrai, c'est gratuit, mais le moment va arriver pour que les ménages puissent payer. Mais ce qui est sûr, au moins 3 mois avant la prise de la décision, les ménagers seront payés et, vous savez, le chef de l'État est très à l'écoute de son peuple. Et c'est un sujet très sensible. Donc, et je suis certain que, et c'est d'ailleurs pour ça que la réflexion continue, que, moi je dis, c'est une redevance, ce n'est pas, les ménages ne pourront pas, parce que nous, je suis dedans aussi, ne pourront pas payer le coût vraiment réel du service qui est rendu. Donc, et il y aura cette solidarité, un peu comme ça se passe dans... Vous voulez dire que certains vont payer pour d'autres? Parce que vous êtes d'accord avec nous que tout le monde ne pourra pas payer. Oui, ça là, c'est clair. Dans une société, tout le monde, nos doigts ne sont pas tous égaux. Et donc vous n'enlèverez pas mes ordures si je ne paye pas? Non, on va les enlever. On va les enlever. Mais on va trouver les mécanismes pour amener très facilement les ménages à payer cette redevance. Mais est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le directeur général, que la pédagogie
dont vous parlez aura été que dès le début, les gens payent. Il faut savoir qu'il faut payer. Parce que quand vous ne faites pas payer sur autant d'années, et que subitement vous décidez de faire payer, alors que les charges sociales ont augmenté pour les uns et les autres, les salaires n'ont pas augmenté, la vie est devenue chère, tout est difficile dans le pays, vous voulez imposer cela aux usagers. Pensez à tout ça dans les réflexions que vous êtes en train de mener actuellement. Ouais, mais vous savez, pas autant d'années, ce n'est que 2 ans. C'est beaucoup. Et vous savez, le gain en termes de santé que nous avons tous gagné aujourd'hui, parce que tout simplement, j'ai réduit le nombre de fois que je vais acheter des médicaments ou bien je vais en consultation pour telle maladie liée à l'insalubrité de l'environnement. Ok. D'ailleurs, nous sommes en train de projeter faire une étude très incessamment pour voir les impacts sur les questions liées à la santé. Et vous allez voir que c'est peut-être le quart de ce qu'on dépensait que nos ménages vont utiliser pour. Donc, moi, je suis confiant que nos ménages n'auront aucune difficulté pour pouvoir payer cette redevance. Parce que déjà, lorsque vous êtes en bonne santé, votre productivité augmente. Vous savez, il y a eu des études nationales qui ont montré, voilà combien de fois, parce que lié aux maladies, notre productivité diminue, baisse, par exemple. Aujourd'hui, on peut, en faisant les études, on va démontrer que les Béninois du Grand Nokoé se portent mieux, tout simplement leur cadre de vie est atteint. Et donc, leur productivité s'est beaucoup améliorée. Donc, ils ont gagné plus d'argent. En tout cas, préparez-vous à payer. C'est ce qu'on peut retenir pour le moment. Nous allons peut-être égrener les dernières minutes de cet échange avec vous, monsieur le directeur général. Nous sommes curieux de savoir quelles sont vos perspectives. C'est quoi l'avenir de cette société dans les prochains mois, prochaines années? Oui, mais l'avenir de cette société, c'est d'en faire une société de référence dans la sous-région, un peu comme Veolia, Suez, en matière d'assainissement, de gestion des déchets. Et donc, à court terme, c'est déjà de renforcer, de mettre la priorité sur le tri et la valorisation. Et je le disais tout à l'heure, nous avons prévu que d'ici les 5 prochaines années, que nous puissions valoriser au moins 50% des déchets que nous produisons. Et donc, c'est pour ça que nous avons prévu, à partir de cette année et d'ici 2023, construire 4 unités de tri semi-mécanisées, porter à 30 au moins les unités de tri manuelles, donc augmenter, c'est-à-dire que réduire considérablement ou augmenter considérablement, je vais dire, la quantité de déchets qui sont triés et donc optimiser la collecte et le transport, donc réduire les dépenses, mais également, comme je le disais tout à l'heure, il faut pérenniser ce que nous avons commencé. Donc, il faut que très rapidement, les travaux sur le modèle économique soient achevés et que, à partir de l'année prochaine, que nous puissions commencer par demander à nos concitoyens et concitoyennes une contribution. Nous avons également prévu démarrer très prochainement, à partir de la rentrée scolaire prochaine, un programme dénommé Programme d'éducation à l'éco-citoyenneté. Ce programme qui, sur les 3 ans, va cibler 350 établissements scolaires privés, publics et privés, et 60 000 apprenants et enseignants, permettra de former les générations actuelles et futures sur la problématique, sur les questions liées au changement climatique
de manière à ce que nous puissions adopter de bonnes pratiques en termes de consommation, mais en termes de production et de gestion des déchets. Nous venons de faire ensemble 52 minutes d'échange. Je vous laisse le soin de conclure cet entretien. Oui, je voudrais profiter de votre antenne pour dire à nos concitoyens et à nos concitoyennes que la SGDS est très précieuse pour le président Patrice Talon. Parce que c'est un outil national qui aujourd'hui est en train de transformer l'environnement, le cadre de vie de nos populations. Et donc, nous devons ensemble adhérer à cette vision, contribuer à ce que cet outil soit pérenne. Donc, pour que dans 20 ans, dans 30 ans, nous puissions, que toutes les villes de notre pays, toutes les agglomérations urbaines soient propres, vivables pour le bien-être de nos populations. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Vous étiez l'invité de l'entretien de ce dimanche sur Eden Télévision et Diaspora FM. Toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission vous remercie. Vous avez donc toutes les informations désormais, mesdames et messieurs, sur cette société. Elle n'a plus de secret pour vous. Vous savez pourquoi la société a été créée, quelles sont ses activités, quelles sont ses perspectives. Et surtout, préparez-vous à payer très bientôt l'enlèvement de vos ordures ménagères. Ça fait partie justement de la vitalité de la dite société. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut, sur une autre émission de l'entretien du dimanche avec un autre invité. Je ne sais pas exactement quel thème nous allons aborder, mais ensemble, selon vos intérêts, nous verrons ce qu'il faut faire. Merci à chacun et à tous. À dimanche prochain pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. À bientôt.